Lorsque le président Tinubu du Nigeria s'est présenté au sommet de la CEDEAO, et a froidement menacé de plonger le Burkina Faso dans l'obscurité, la plupart ont pensé qu'il bluffait. Mais lorsque les lumières se sont éteintes à Ouagadougou, des hôpitaux entiers ont été paralysés, et les familles sont restées assises en silence. Leur chagrin n'était éclairé que par la lumière des bougies. Traoré n'a pas bronché. Dans le chaos, il a passé un appel. Pas à la France, pas à l'Occident, mais à un allié oublié, qui ne lui devait rien. Et tout a changé. Pourquoi une seule coupure d'électricité a-t-elle suffi à briser à jamais l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest? Le sommet de la CEDEAO à Abuja ressemblait à une pièce de théâtre diplomatique déjà jouée. Mais cette fois, tout a craqué. Les appareils photo ont crépité. Les rumeurs circulaient, mais tous les regards étaient tournés vers la tension entre deux hommes, le président Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, et le jeune leader provocateur du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La réunion avait été convoquée au nom de la stabilité régionale. Mais sous le hall de marbre et les sourires polis, quelque chose de bien plus sinistre mijotait. Tinubu, soutenu par les murmures de Paris et la pression de l'élite d'Abuja, s'est penché en avant. La transition a suffisamment duré. Démissionner, ou le Burkina Faso devra faire face aux conséquences. Les vrais. Traoré n'a pas cligné des yeux. Son visage, sculpté par la discipline, les mois sur le champ de bataille et les nuits sans sommeil, restait illisible. Autour de la table, les présidents échangeaient des regards. Certains hochèrent subtilement la tête avec Tinubu. D'autres, la Guinée, le Mali, restèrent impassibles. Alors Tinubu parla froidement, délibérément. Nous contrôlons votre réseau. Si vous ne respectez pas les protocoles de la CEDEAO, votre pays sera plongé dans le noir. Le silence fut instantané. Pas de paperasse, pas de raclement de gorge. Même les traducteurs hésitèrent. Mais Traoré finit par se lever. Coupez le courant, si vous le devez. Mais vous ne couperez jamais l'esprit de mon peuple. Il sortit. Pas de poignée de main. Pas de salut. Juste le bruit des bottes militaires sur le marbre, résonnant comme un battement de tambour de défi. Tinubu le regarda partir. Il se pencha en arrière avec un sourire narquois qui n'atteignit pas ses yeux. L'un de ses assistants murmura. Devons-nous continuer? Tinubu hocha la tête. À ce moment-là, une ombre passa sur l'Afrique de l'Ouest. Non pas une ombre jetée par les nuages, mais par des frères devenus rivaux. Les câbles qui éclairaient une nation allaient devenir des outils de punition. Et ce que personne, dans cette salle, ne savait, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement d'une menace. C'était déjà en cours. L'avion atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou juste avant l'aube. Le capitaine Ibrahim Traoré posa le pied sur le tarmac avec le poids d'un continent sur les épaules. Il n'avait pas dormi. Le sommet avait été une guerre de mots. Mais la guerre qui se profilait serait silencieuse, faite de câbles, d'interrupteurs, et d'ombres. Au milieu de la matinée, la diffusion nationale commença. Traoré se tenait devant le drapeau du Burkina Faso, son uniforme impeccable, sa voix assurée. Le Nigeria peut contrôler le réseau électrique. La France peut contrôler les banques. Mais personne, je dis bien personne, ne peut débrancher la volonté de notre peuple. Dans les rues, les radios crépitaient et les téléphones bourdonnaient au son de son discours. Dans les villages ruraux et les cours urbaines, les familles se rassemblèrent autour d'écrans clignotants. Ces paroles ne furent pas entendues comme des promesses, mais comme un appel au courage, à l'endurance. Dans les coulisses, le palais présidentiel vibrait d'urgence. Son ministre de l'énergie présenta les cartes des lignes de transmission du pays. Chaque vulnérabilité était encerclée en rouge. Les conseillers se disputaient autour des imprévus, générateurs, réserves de carburant, diesel du marché noir. Quelques-uns parlèrent à voix basse de reddition, de compromis. Traoré les fit taire d'un regard. Dans une salle sécurisée, sous le palais, les commandants militaires se réunirent. Le lieutenant-colonel Zingrana, chef de la garde nationale, prit la parole en premier. Nous nous préparons au siège, pas à l'effondrement. Traoré hocha la tête. Bien, car l'effondrement n'est pas une option. Cette nuit-là, sous les lumières alimentées par un générateur, son équipe a commencé à tendre la main. Au nord, jusqu'au Mali. À l'est, jusqu'au Soudan, et au-delà. Des demandes discrètes, des offres silencieuses. Chaque allié comptait désormais sur tous ceux qui ne portaient pas de costume. La capitale retenait son souffle. Et pourtant, au cœur de Ouagadougou, la fontaine de la place de la Révolution coulait toujours. Les enfants jouaient encore. Et une femme, vendant des oranges près de l'université, murmura à un soldat. Il ne nous laissera pas sombrer. Pas lui. L'espoir vacillait, même si les lignes électriques tremblaient. Tout a commencé par un bourdonnement, un léger tremblement sous la surface de la vie quotidienne. Puis, soudain, le silence. Aux premières heures d'un lundi matin, sans avertissement ni communiqué de presse, les ingénieurs de la centrale électrique de Kingi, au Nigeria,
ont déclenché la fermeture. Un à un, les relais ont sauté. La ligne d'interconnexion alimentant le réseau électrique du Burkina Faso est tombée en panne dans la région nord. Les lumières crépitaient, les téléviseurs s'éteignaient, les pompes s'arrêtaient. Au lever du soleil, Ouagadougou était paralysé. L'éclairage public était hors service. Le trafic s'est transformé en chaos. Les hôpitaux ont basculé sur alimentation de secours, du moins ceux qui en avaient. Dans une maternité de l'hôpital Yalgado, les infirmières se démenaient pour garder les bébés prématurés au chaud, les enveloppant dans des serviettes et priant pour que les générateurs tiennent. À l'université nationale, les examens ont été annulés. Les réfrigérateurs ont chauffé. Les marchés sont devenus silencieux. Le président Traoré observait la situation depuis la salle de guerre, sous le palais. Aucune annonce ne venait de la CEDEAO. Aucune déclaration officielle du Nigeria. Seulement un silence chargé d'impuissance. Ces ministres étaient assis, raides sur leurs chaises, la lumière des lampes de secours vacillant sur les cartes du réseau. Opération Blackout, murmura quelqu'un. Le terme n'existait que dans les documents d'urgence. Il était désormais un fait brutal. Le gouvernement de Tinubu n'a publié aucun communiqué officiel. Un seul commentaire a fuité. La souveraineté énergétique a des conséquences. Les médias français ont qualifié l'action d'intervention nécessaire. Washington n'a rien dit. La Chine est restée muette. Mais à travers l'Afrique, les questions ont résonné plus fort que les réponses. Un frère a-t-il vraiment coupé un frère? S'agissait-il de diplomatie ou de guerre déguisée? À Ouagadougou, les bougies ont remplacé les lampes. Les radios se sont tues. Mais dans l'obscurité, un nouveau type d'électricité s'est produit, la défiance. Elle a envahi la ville comme le sang dans les veines. S'ils pensaient faire plier une nation, ils avaient mal calculé. Traoré se leva. Ils ont joué leur carte, dit-il. Maintenant, c'est à nous. La panne dura 2 jours. Puis 1 semaine. Puis 2. La ville n'était plus simplement plongée dans le noir. Elle commençait à se défaire. Les stations-service rationnaient le carburant sous la garde d'hommes armés. Des fils s'étendaient sur plusieurs pâtés de maisons. Certains attendaient toute la nuit avec des jerrycans et du désespoir. Les prix doublèrent, puis triplèrent. Les générateurs devinrent des machines sacrées, thésaurisées par les riches, vénérées par les malades. Dans les campagnes, les moulins à grains s'arrêtaient en pleine mouture. Les antennes relais tombèrent en silence. Les banques fermèrent. Sur la place de la Révolution, le peuple se rassembla. D'abord des centaines. Puis des milliers. Pas pour capituler. Mais pour poser des questions. Pourquoi le Nigeria a-t-il fait cela? Où est la CEDEAO? Où est la justice? Une femme monta sur une chaise en plastique, brandissant un drapeau burkinabé déchiré, criant. Qu'ils viennent nous le prendre. La foule rugissait. Mais à l'intérieur du conseil présidentiel, la tempête était plus silencieuse et plus profonde. Plusieurs ministres, fatigués et inquiets, supplièrent Traoré d'envisager un accord. Peut-être un pas symbolique en arrière. Des concessions temporaires. N'importe quoi pour que les lumières reviennent. Tu peux être un héros, dit l'un d'eux. Ou tu peux laisser ce pays mourir de faim. Traoré regardait par la fenêtre. Au-delà des murs du palais, la fumée s'élevait des feux de cuisson. Les gens ne mouraient pas seulement de faim. Ils avaient faim de dignité. Nous ne nous sommes pas battus pour échanger une laisse contre une autre, déclara-t-il. Faites-leur savoir que nous ne plierons pas. Un à un, la pièce se tut. À l'extérieur, des bénévoles apportaient de la nourriture aux cliniques. Les anciens allumaient des feux dans les cours d'école pour que les enfants puissent étudier. Les artistes peignaient des fresques murales, dans le noir. Quelqu'un écrivit « La résilience est un courant. Nous sommes toujours alimentés. » Mais la nuit resta longue. Et quelque part, au-delà des frontières du Burkina Faso, d'autres observaient le chaos vacillant et se préparaient à faire leur entrée. La question n'était plus de savoir si Traoré survivrait à ce siège. C'était de savoir jusqu'où il était prêt à aller pour gagner. Au cours de la 3e semaine d'obscurité, la patience de Ouagadougou était devenue autre chose, de l'acier. Mais l'acier se plie, s'il reste seul trop longtemps. Traoré le savait. Alors que le carburant était rationné et que les pompes à eau défaillaient, il envoya des émissaires, non pas à Paris, mais vers l'Est. À Moscou, sa délégation rencontra discrètement des responsables qui posèrent peu de questions et donnèrent encore moins de garanties. Mais en coulisses, des techniciens russes embarquèrent sur un vol non commercial à destination de Bobo-Dioulasso. Ils arrivèrent sous couverture civile, consultant en infrastructure sur leurs papiers. Leur cargaison de lourdes caisses non marquées fut déchargée dans le silence le plus total. La Turquie réagit plus rapidement. Ankara, qui nourrit ses propres ambitions au Sahel, ne vit pas la panne d'électricité comme une crise, mais comme une opportunité. En quelques jours, des camions turcs franchirent la frontière malienne, transportant des installations solaires mobiles et des batteries. Pas de grands discours.
Juste des alliances silencieuses, fondées non sur la charité, mais sur le besoin mutuel. La France, ancienne puissance coloniale du Burkina Faso, offrit autre chose, des mots. Un message diplomatique parvint de Paris. Nous appelons au dialogue et à la coopération régionale. Mais aucun navire n'accosta, aucun ingénieur ne vint, aucun secours n'arriva. Seulement des échos de promesses vides, que Traoré avait déjà entendues. Lors d'une réunion de minuit dans la salle de guerre du palais, la carte du Burkina Faso brillait faiblement sous des lampes alimentées par batterie. Des points rouges parsemaient la carte, gouttes solaires turques, nœuds temporaires russes, lignes de repli près de la frontière du Ghana. Nous ne reconstruisons pas le réseau, déclara Traoré à son cabinet. Nous le faisons renaître. De manière indépendante, décentralisée, nôtre. Un ministre s'inquiéta. Et si ces nouvelles alliances se retournaient contre nous? Traoré sourit faiblement. Alors, au moins, nous tomberons debout, sans supplier. À l'extérieur, la première plateforme turque fut activée dans la cour d'un hôpital. Les lumières clignotèrent. Un enfant pointa la lueur et murmura à sa mère. Le soleil est revenu. Mais en vérité, quelque chose de plus ancien était revenu, la souveraineté. Au cœur des collines boisées près de Gawa, où le sol rouge s'accroche aux bottes et où les signaux radio s'effacent, un groupe d'ingénieurs de la Burkinabé travaillait en silence. La sous-station était une relique de la guerre froide, construite à une époque où Moscou rêvait encore d'un corridor électrique panafricain. Enterrés sous la rouille et les vignes de la jungle, ces schémas avaient été oubliés. On croyait ses fils morts. Ils ne l'étaient pas. Avec l'aide des techniciens russes fraîchement arrivés, et de vieux plans soviétiques exfiltrés clandestinement de Bamako, l'équipe retraça une ligne dormante, s'étendant du sud du Burkina jusqu'au Mali. Elle exploitait un ancien nœud hydroélectrique encore actif, longtemps considéré comme obsolète. Pendant 3 nuits, ils travaillèrent sous des bâches et les étoiles. Aucune annonce. Aucune diffusion. Moins il y avait de gens au courant, mieux c'était. Chaque interrupteur testé donnait l'impression que l'histoire sortait de son long sommeil. Puis, juste après l'aube du 4e jour, les ingénieurs retinrent leur souffle. Un levier fut actionné. Un bourdonnement s'éleva sur Ouagadougou. Rue après rue, la lumière revint. Pas partout, pas d'un coup mais assez pour déclencher la célébration. Les feux de circulation se rallumèrent. Les radios crépitèrent. Les ventilateurs se mirent à tourner. Les enfants coururent dans les rues en criant et en dansant. À l'hôpital universitaire, une infirmière fondit en larmes tandis que les machines à oxygène reprenaient vie. À Lagos, le président Tinubu reçut la nouvelle dans un silence stupéfait. Ses conseillers en énergie n'avaient aucune explication. Impossible, dit l'un d'eux. Cette ligne a été désaffectée il y a des décennies. Mais elle n'était pas morte. Elle attendait simplement que quelqu'un ait le courage de la réveiller. À Gawa, un jeune ingénieur posa sa main sur le panneau métallique chaud et murmura. Nous avons trouvé le chemin du retour. Partout au Burkina Faso, la lumière revint. Pas seulement sous forme d'électricité, mais sous forme de message. Vous pouvez couper l'interrupteur. Mais pas la volonté. À Lagos, les gros titres arrivèrent, coordonnés, préparés. Le Burkina Faso menace la stabilité régionale. Le pari imprudent de Traoré. Les médias d'État nigérians diffusèrent des images granuleuses de rues vides, attribuant la crise à une mauvaise gestion interne. Les analystes le qualifièrent de populiste, d'ancien enfant soldat devenu homme fort, dangereux, imprévisible. Mais une autre histoire prenait vie, une que personne ne pouvait éteindre. À Ouagadougou, une enseignante filma sa classe, juste au moment où la lumière revint. Les enfants, en plein cours sous la lueur de lampes de poche, se figèrent lorsque les ampoules du plafond clignotèrent. Puis la salle explosa d'applaudissements. Un garçon se tenait sur son bureau et cria. « Merci, président Traoré ». Le clip devint viral du jour au lendemain. De Dar es Salaam à Dakar, les jeunes Africains republièrent la vidéo avec une seule légende. Le pouvoir au peuple. À Bamako, des journalistes maliens tweetèrent. Ils ont coupé ses fils. Il a recablé la nation. À Kinshasa, des graffitis représentant la silhouette de Traoré apparurent avec ces mots. Voilà à quoi ressemble la souveraineté. Les influenceurs panafricains, longtemps marginalisés par les plateformes occidentales, inondèrent TikTok et Instagram d'extraits de ses discours, de son silence à l'ECOWAS, de son refus de s'agenouiller. Les fils de commentaires s'embrasèrent, des milliers de messages le proclamant symbole non seulement du Burkina Faso, mais d'un continent fatigué des marionnettistes extérieurs et des lâches intérieurs. Au Nigeria, tout le monde ne fut pas convaincu par le récit officiel de Tinubu. Des blogueurs indépendants posèrent la question que personne n'osait articuler dans les médias d'État. Pourquoi cette panne d'électricité a-t-elle vraiment eu lieu? Était-ce une sanction? Un avertissement? Un message? L'ECOWAS resta silencieuse. La France détourna le regard. Mais le peuple, lui, parlait désormais haut et fort.
Dans ce monde de fibres optiques et de vérités censurées, c'était une chose ancienne qui refaisait surface, une voix libre. Les acclamations d'un enfant dans une salle de classe poussiéreuse étaient plus puissantes que n'importe quel éditorial. Et Traoré n'avait pas besoin de parler. Le continent parlait pour lui. Alors que les lumières se rallumaient, quelque chose de plus sombre scintillait derrière les portes closes du palais présidentiel. Une tempête grondait. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Les renseignements de la garde nationale révélèrent quelque chose de dévastateur. Le propre ministre de l'énergie de Traoré avait transmis des informations classifiées à des représentants de l'ECOWA. Des cartes. Des calendriers. Des coordonnées de relais. Une trahison. L'arrestation fut immédiate. Pas de communiqué. Pas de conférence de presse. Le ministre fut extrait de son domicile à minuit, son téléphone toujours serré dans la main. Au palais, le cabinet se réunit dans un silence de plomb. Il disait qu'il gagnait du temps, murmura un assistant. Gagner du temps ou nous vendre? Répondit un autre. Traoré entra dans la pièce. Il ne dit qu'une phrase, d'une voix calme et glaciale. Quand nous sommes en guerre, le sabotage n'est pas une divergence politique. C'est une trahison. Puis il quitta la pièce. Personne ne répondit. Le poids de ces mots tomba comme un couperet. La confiance était fendue. Et dans la fissure s'insinua la paranoïa. Mais dans cette fracture, une opportunité naquit. Une délégation du Mali arriva en secret. Leur proposition était claire et audacieuse. Un corridor énergétique permanent entre le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Faso. Aucune dépendance envers le Nigeria. Pas de surveillance étrangère. Un nouveau courant électrique et politique tourné vers l'ouest. Traoré les rencontra sous une lumière tamisée, entouré d'une sécurité renforcée. Il ne posa qu'une seule question. Resterez-vous debout lorsque les câbles seront coupés? L'ambassadeur du Mali ne broncha pas. Nous avons déjà construit les nôtres. Sous terre. Cette nuit-là, alors que les étoiles clignotaient au-dessus de Ouagadougou, et que les ministres luttaient avec leur loyauté, un nouveau type de fil fut tendu. Pas de cuivre. Pas de fibre. De la résolution. Mais Traoré le savait. Ce ne sont pas les ennemis à l'extérieur des murs qui détruisent une révolution. C'est l'ami qui était déjà à l'intérieur. Alors, il se présenta devant les caméras. Pas en costume. En treillis militaire. Froissé. Non poli. Réel. Derrière lui, le drapeau de Burkinabé. La pièce était faiblement éclairée. Volontairement épurée. Pas de prompteur. Pas de maquillage. Juste ses yeux, fixant le continent. Au dirigeant de l'ECOWA, il déclara. Ce n'est pas un plaidoyer. C'est un miroir. Le monde entier vit, entendit, ressentit. Du Cap à Casablanca, sa voix résonna. Quand un frère utilise le pouvoir non pas pour protéger, mais pour punir, comment appelle-t-on cela? Quand l'un de nous, un compatriote africain, réduit une nation entière au silence par un seul interrupteur, comment appelle-t-on cela? Il marqua une pause. Ce que le président Tinubu a fait n'est pas du leadership. C'est du sabotage. Le silence qui suivit fut plus retentissant que des milliers d'applaudissements. À Lagos, le palais présidentiel était en ébullition. L'équipe de communication de Tinubu tenta de riposter mais il était trop tard. Les paroles de Traoré devinrent virales en quelques heures, doublées dans des dizaines de langues africaines. À Dakar, des étudiants organisèrent des veillées à la bougie avec des pancartes. On peut couper l'électricité, pas l'intégrité. À Kinshasa, les débats radiophoniques s'enflammèrent. À Nairobi, des enfants peignirent des fresques d'une ampoule portant le drapeau panafricain. L'ECOWA convoqua une nouvelle session d'urgence, mais son autorité s'effondra sous la pression populaire. Des groupes de la société civile exigèrent des réponses. Et dans l'ombre, les lignes de fracture du continent se redessinaient non plus entre pays, mais entre ceux qui se tiennent debout et ceux qui se courbent. Pourquoi avait-on laissé la volonté politique d'une nation étrangler la survie d'une autre? Au Nigeria, les rumeurs s'intensifiaient. Non. Tous les citoyens ne soutenaient plus Tinubu. Plus maintenant. De retour à Ouagadougou, Traoré regagna sa cellule de crise. Il avait prononcé son discours. Le continent devait désormais choisir. Quel type de leadership tolérerait-il? Et surtout, lequel était-il prêt à défendre? Car la véritable trahison n'était pas la panne d'électricité. C'était le choix délibéré de certains de garder le silence. Quand les lumières s'éteignaient. 3 mois plus tard, l'air de Ouagadougou ne portait plus l'odeur de la peur. On y entendait le bourdonnement des générateurs, reprogrammés pour l'autonomie, des installations solaires tournant silencieusement dans les champs, et un réseau électrique vibrant désormais d'autre chose que de voltage. Il vibrait de détermination. Le Burkina, le Faso, le Mali et la Guinée se tenaient côte à côte lors du lancement du Pacte pour l'indépendance énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Pas de tapis rouge. Pas de diplomates occidentaux.
Seulement des ingénieurs, des soldats, des agriculteurs qui avaient vécu dans l'obscurité. Et qui se tenaient désormais dans la lumière qu'ils avaient reconquise. L'accord était clair. L'infrastructure partagée. Le pouvoir décentralisé. Un refus unanime de laisser des commutateurs étrangers contrôler des nations africaines. Et une promesse? Aucune nation ne serait laissée dans l'obscurité. Jamais plus. Osant tracer leur propre voie? Traoré, le colonel Emigoa et le président Madi Doumbouya signèrent le pacte lors d'une cérémonie poussiéreuse, en plein air, à Sikasso, au Mali. La foule n'était pas composée d'élites, mais de peuples. Des mères qui avaient fait bouillir l'eau à la lueur des bougies, des enfants qui avaient étudié à la lumière du feu, des soldats qui avaient gardé des sous-stations muettes sous la menace de sabotage. Le monde observait. Sans parler. À Abuja, l'entourage de Tinubu murmurait des mots qu'on n'avait pas entendus depuis longtemps. Erreur de calcul. À Paris, le silence s'était transformé en gêne. L'ordre ancien n'avait pas été brisé. Il avait été court-circuité. Et pourtant, à Ouagadougou, alors que les lumières dansaient à nouveau sur la place de la Révolution, et que les vendeurs ambulants restaient ouverts jusque tard dans la nuit, une question persistait. Car l'indépendance n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un champ de bataille mouvant. Aujourd'hui, c'est le pouvoir. Demain, ce sera peut-être l'eau, ou les frontières, ou les récits eux-mêmes. Un jeune de Burkinabé défilait un graffiti sur un mur de béton, juste en dessous d'une fresque représentant la silhouette de Traoré. Il traça ces mots. Nous avons maintenu les lumières allumées. Allumons-nous aussi. Et partout en Afrique, le courant se propagea. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits africains puissants, et partagez cette vidéo pour alimenter la conversation. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Votre voix compte. Illuminons le continent.